Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires, on va lancer un nouveau podcast sur le jeu de rôle et cette fois-ci, on vise vraiment la pertinence. Donc, j'ai un premier intervenant. J'ai rien préparé, je connais rien au sujet, mais je vais quand même m'exprimer, Ok, oui, bon, bah c'est c'est un ancien, voilà, mais j'en ai un autre. Le PDF, c'est le fascisme, oui, et aussi, Non, bon, celui-là aussi, c'est un ancien. Non, mais j'ai un nouvel intervenant, lui, vraiment, ça va vraiment tout déchirer. Voilà. Ah oui, déjà, il a l'air nain intelligent, celui-là. Voilà. Il faut étudier le jeu de rôle de façon scientifique. Ok, bon, bah on n'est pas sorti des ronces. Ouais. Bon, je me permets en fait alors attention, ça va être Reactception, un React de React, voilà, au sujet de, je crois que c'est la semaine dernière, il y a eu un live Twitch entre Romaric Briand et Valentin T. Alors ce live est déjà une réaction à un podcast des Trois Trolls sur la théorie, comment ça va être plutôt un vieux podcast. Et voilà, Valentin T, en fait, grosso modo, il va trouver Romaric Briand pour dire à Romaric qu'il n'est pas trop d'accord avec son approche de la théorie. En gros, l'approche de Romaric sur la théorie, c'est déjà essayer de nommer les choses, de nommer en fait les concepts qui sont à l'œuvre dans le jeu de rôle, de leur trouver des noms. Donc Romaric Valentin T dit qu'il faut aller plus loin, il faut établir des lois. Et il y a une autre critique que Valentin T va faire à Romaric et entre guillemets aux personnes qui s'inscriraient un peu dans la même école, c'est que Romaric essaye essentiellement de faire une théorie artistique en fait du jeu de rôle et Valentin estime qu'on doit avoir une approche, il va opposer l'approche scientifique et l'approche artistique. Dans le sens où je pense que ce qu'il veut dire, c'est que grosso modo, sur une approche scientifique du jeu de rôle, on va essayer d'en dégager des lois, de comment ça fonctionne. Et sur une approche artistique du jeu de rôle, eh ben, on va essayer d'en dégager une esthétique, c'est-à-dire comment on voudrait que ça fonctionne. Peut-être c'est pas, à mon avis, je pense que c'est ça la différence qu'il voit. C'est pas très, c'est pas très détaillé dans le podcast. Moi, personnellement, je pense qu'on peut tout à fait avoir une approche scientifique d'un art, quoi. Je veux dire, il y a certainement tout un tas d'approches scientifiques du cinéma, de la peinture, tout ça, sur notamment comment les médiums artistiques produisent des affects, comment ils résonnent sur nous, tu vois, sur les techniques, et ainsi de suite. Donc bon, cette opposition scientifique et artistique, moi je la trouve un peu décalée, en tout cas elle est mal explicitée, je trouve, ça reste un peu au niveau du trolling dans le podcast. Voilà, bon, c'est une des 1000 raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un react, parce que grosso modo, dans l'échange entre Romaric Briand et Valentin T, et surtout dans les propos de Valentin T, tiens, encore une fois, je fous la paix à Romaric, parce que c'est vraiment les propos de Valentin qui me posent mais des milliards de questions. Alors, je précise quand même que j'ai pas forcément tout compris, parce que je suis pas très intelligent. Et puis, je pense aussi qu'il me manque certains éléments pour juger. Notamment, Valentin va beaucoup parler d'un article au sujet d'un modèle qu'il a développé pour comprendre le jeu de rôle. Et cet article, à l'époque du podcast, il est toujours pas publié, donc je peux un petit peu inférer ce qu'il contient en fonction de ce que Valentin T dit, mais il me manque certainement plein de choses, quoi. Donc voilà. Bon, le but est pas de clasher Valentin, bien sûr, pour qui j'ai beaucoup d'affection, et puis bon, dont j'apprécie tout à fait les contributions. C'est plutôt de, voilà, montrer un peu, enfin, amener une dialectique avec ce qu'il propose, montrer un peu mes points de désaccord, d'incompréhension, faire des remarques et tout, et mettre ça dans un contexte temporel, dans le sens où
si on discutait un peu plus avant. J'ai déjà un petit peu discuté en MP avec Valentin suite au podcast, mais je vais utiliser le support vidéo pour prolonger cette discussion, pour un petit peu mieux comprendre et voir si vraiment on est en désaccord ou si juste nos approches sont vouées à se compléter, quoi. Alors, premier point, il y a toute une opposition dans le podcast au sujet de recherche fondamentale versus recherche appliquée. C'est-à-dire que Valentin, il affirme vouloir faire de la recherche appliquée, donc comme je disais, dégager des lois générales sur comment fonctionnent les jeux de rôle. Et moi, je dois bien reconnaître que je suis beaucoup plus team recherche appliquée, quoi. C'est-à-dire que si je fais de la théorie rôliste, eh ben en fait, c'est pour progresser en tant que game designer, ou aussi progresser dans mon play design. Dans le play design, en fait, c'est comment on design l'expérience de jeu. C'est-à-dire que tu prends un jeu qui existe et comment tu y joues, tout ce qui est technique de conseil de MJ, conseil de PJ, voilà, ça c'est du play design, et donc c'est des choses qui m'intéressent, donc je suis beaucoup plus, on va dire, pratico-pratique dans mes recherches, quoi. Après Valentin, voilà, il se déclare ouvert à la réfutation. Pour lui, c'est un des piliers de la recherche fondamentale, c'est d'être les théories doivent être réfutables, et donc je vais les réfuter, quoi. Voilà, attention, un peu de violence en approche. Bon, alors le point suivant, c'est l'opposition rigueur versus expérience. Valentin va pas mal parler de rigueur scientifique, et puis bon, c'est ce qu'on entend dans les débats, hein, théorie scientifique versus fan théorie. Donc la fan théorie, en fait, c'est tout ce qui est théorie produite par les fans. Donc c'est un concept qu'on peut utiliser pour le jeu de rôle. Et même si tu vois, même la forge, même un truc qui a un vernis de sérieux, quoi. Comme la forge, en réalité, c'était de la fan théorie, c'est-à-dire que les concepteurs, les conceptaires de la forge, au moment où il y a le forum The Forge, tout ça, et tous les articles, ne font pas de publications scientifiques, académiques, dans le domaine du jeu de rôle, ou dans des domaines, tu vois, des domaines transverses appliqués au jeu de rôle, quoi. Parce qu'il y a toujours pas de discipline scientifique du jeu de rôle. Donc, quand tu fais de la recherche, tu vois, académique, c'est forcément, tu t'inscris dans un autre champ disciplinaire qui va analyser le jeu de rôle, selon le spectre d'un champ disciplinaire, quoi. Et bon, en fait, force est de constater qu'en jeu de rôle, la majorité des concepts qui ont été dressés, c'est de la fan théorie, c'est-à-dire c'est de la théorie qui est faite par des fans qui ne sont pas dans le milieu académique. Alors ils peuvent avoir une formation académique par ailleurs, t'as des théoriciens qui sont ingénieurs, chercheurs, tout ça, mais généralement dans une discipline qui a rien à voir avec le jeu de rôle et qui de toute façon ne produisent pas de recherche académique. La recherche académique existe en matière de jeu de rôle, mais je pense que sa production elle est minoritaire par rapport à la production, voilà, tout ce qui est fan théorie. Et la fan théorie va s'affranchir de pas mal de codes de la recherche scientifique, notamment il n'y a pas d'articles dans des publications revues par des pairs, il n'y a pas d'obligation méthodologique, il n'y a pas d'obligation de citer ses sources, et ainsi de suite, quoi. Et donc, bon, par exemple, Valentin, si tu veux, il estime qu'il faut appliquer une méthode pour avoir entre guillemets des conclusions solides au sujet du jeu de rôle. Il faut appliquer une méthode scientifique. Il cite plusieurs méthodes, mais notamment je vais m'arrêter sur l'entretien structuré. Donc Valentin explique que si on a un entretien structuré, voilà, avec des rôlistes, on va pouvoir comprendre un peu mieux quelles sont leurs conceptions du jeu de rôle et en déduire les lois du jeu de rôle, quoi. En déduire les lois du jeu de rôle. Valentin, normalement, explique sa méthode d'entretien dans une vidéo, je vais essayer de vous la retrouver, c'était dans un des colloques universitaires sur le JDR. On peut cette méthode-là, elle est notamment pratiquée, pas forcément avec les mêmes structures que celle proposée par Valentin, mais avec une structure quand même. Elle est pratiquée par Coralie David, dans sa thèse sur le jeu de rôle, où elle va interroger... alors je crois que c'est essentiellement c'est pas forcément des rôlistes lambda, c'est surtout des conceptaires de jeux qui sont interrogés, de mémoire.
il y a comme ça une quarantaine de personnes qui vont être interrogées avec toujours les mêmes questions. Donc il y a une forme de structure dans l'entretien, quoi. C'est toujours les mêmes questions. Et notamment, il y a des questions, tu vois que ça vise à définir le spectre d'un concept. Par exemple, il y a une des questions de Corail David, c'est pour vous, qu'est-ce que le roleplay, tu vois? Et bon, bah évidemment, l'idée, c'était de dégager une définition du roleplay à partir notamment de ces entretiens. Bah, le problème, si tu veux, des entretiens, comme ça a l'air très très bien, mais en fait, c'est une méthode qui n'est pas très rentable. C'est-à-dire que je pense qu'on farme au moins tout autant d'informations avec la simple expérience, avec les rencontres holistes, en suivant les tendances sur les internets, donc les blogs, les actual plays, les réseaux sociaux de toute forme. Voilà, moi c'est plutôt comme ça que je fais en fait. Je me baigne dans le milieu social du jeu de rôle et c'est comme ça que je vois un peu comment les gens comment ils perçoivent leur loisir, tout ça. Et donc, évidemment, cette méthode-là de juste se baigner dans le milieu, bah, ça n'offre pas un savoir structuré ni compilé, mais par contre, ça regroupe un bien plus gros échantillon, parce que en fait, les entretiens structurés, tu vas en faire 10, 20, 30, allez 40, je crois que Coralie, on est autour de la quarantaine d'entretiens, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Moi, je préfère me baigner dans le milieu de rôliste, dans le milieu, avoir accès à des milliers d'opinions. Euh, voilà. Après, c'est sûr que je fais pas de stats, je fais pas de compilation, tout ça. Je traite juste ça, bah, avec mon cerveau, quoi, entre guillemets, quoi. Mais je pense que j'en apprends plus en fait. J'en apprends plus comme ça. Autre point, c'est attention. La méthode scientifique réinvente la roue. Oui, oui, oui. Ça paraît un peu violent comme ça, cette opinion, mais je vais m'expliquer. En fait, j'ai un problème avec la rigueur scientifique, notamment appliquée au jeu de rôle, quoi. Dans les études sur le jeu de rôle, dans les mémoires que j'ai pu lire, des choses comme ça et tout. Je trouve qu'il y a un manque d'efficacité à conceptualiser les choses en matière de jeu de rôle. C'est-à-dire que généralement, ben, la personne qui fait la publication, elle doit s'astreindre, ou elle s'astreint d'elle-même, à faire un état de l'art massif qui va être emprunté à d'autres disciplines. Dire, ouais, bon, bah voilà, pour commencer, voici ce que dit Bourdieu, et puis Michel Foucault, enfin, j'invente des trucs. Voilà, tu vas avoir une montagne comme ça de références académiques. Mais après, du coup, souvent, cette montagne est la couche d'une souris, quoi. Alors que c'est beaucoup de pages pour dire généralement ce que les rôlistes savent déjà. Après, Valentin serait peut-être d'accord avec moi, parce que il y a cette notion dans leur podcast de le rôle de l'approche scientifique, c'est d'écrire les évidences, quoi. Oui, il y a des choses qui sont évidentes, mais ça va mieux en les écrivant, en les prouvant, en les étayant. Ok, admettons. Mais bon, bah voilà, pour le coup, l'ingénieur que je suis, parce que oui, j'ai une formation d'ingénieur, ingénieur agricole, ça n'a vraiment rien à voir avec le jeu de rôle du tout. Mais c'est effectivement, je dois corroborer que quand tu as une formation d'ingénieur, tu as, entre guillemets, on essaie de penser des systèmes, puis on essaie de penser application pratique. C'est bien d'avoir des notions scientifiques, mais on veut en faire une application pratique. Voilà, c'est typiquement, en tant qu'ingénieur, j'ai notamment effectivement fait de la recherche appliquée, quoi. C'est-à-dire que si t'avais je sais pas, on faisait des essais sur des parcelles de champs en mettant différents produits, tout ça, avec la méthode scientifique, tu sais, essais avec de l'aléatoire, des blocs contrôle, enfin des structures en blocs pour faire des analyses statistiques un peu correctes, avec un groupe contrôle, machin, enfin, voilà. Donc, à peu près la même méthode que la méthode scientifique. Mais nous, c'est dans un but pratique, c'est-à-dire on veut savoir quel produit a le plus d'efficacité, ou quelle méthode de culture, on veut savoir quels sont les produits qui ont un impact polluant ou pas, et derrière c'est pour faire évoluer en fait les pratiques agricoles, quoi, d'une façon qu'on espère plus vertueuse. Et donc c'est pas juste pour savoir comment ça fonctionne la plante, machin et tout, voilà, dans un but purement
sapiosexuel, quoi, entre guillemets, quoi. Bon, bref, je m'égare totalement. Mais bon, du coup, le problème, c'est que si on a une nouvelle méthode hyper étayée pour dire un truc qu'on sait déjà, bah, en fait, en tant qu'ingénieur, nous, ça nous intéresse pas de réapprendre ce qu'on sait déjà, on veut apprendre des nouvelles choses, quoi. Et donc, bah, le modèle de Valentin, est-ce qu'il nous est utile? Ben, je suis pas sûr, quoi. Euh, alors justement, je vais m'attaquer un peu plus au modèle de Valentin. Attention, le titre de cette partie, ça va piquer. Sur la base de modèles simplistes, les conclusions sont simplistes et immuables. Bon, je vais m'expliquer, et je vais nuancer bien sûr. Donc Valentin, dans le podcast, il présente un petit peu, et il y a un schéma qui est lié au podcast, un modèle de sa conception. Ah, voilà, je le mets là. De toute façon, j'essaierai de te le mettre aussi en lien. Enfin, tu le verras en lien, de toute façon. Et en gros, ça schématise... Je te l'ai montré à l'envers. Hein. Oui, oui, mais ça a tout autant de sens à l'envers qu'à l'endroit. C'est scientifique dans les deux cas. Voilà, donc son modèle, grosso modo, ça va... Comment te l'expliquer simplement? C'est difficile d'expliquer simplement parce que je pense que je l'ai pas bien compris. Mais grosso modo, ça va schématiser la nature des échanges lors d'une partie de jeu de rôle. Alors, je vais employer le terme d'échange à la grammaire du JDR de Vivi Féasson. La grammaire du JDR, c'est aussi un modèle micro, enfin on est un peu dans le même délire, c'est un modèle micro qui va analyser vraiment ce qu'on fait au niveau micro dans le jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire quand on parle, quand on prend des décisions, quand on conçoit un espace imaginaire partagé, tout ça, ça se rapproche un peu des éphémères / instantanés que décrivait la Forge, quoi. Et donc grosso modo, l'espèce de corrélation entre mécanique, langage, imagination, décision sociale, un truc comme ça, quoi. Et donc, notamment, il va faire rentrer dans sa machine, ça c'est un peu la contribution que je trouve intéressante, hein, quand même, de Valentin. Il fait rentrer les motivations, et je crois qu'il base sur la sociologie de la motivation, ou psychologie de la motivation, je connaissais pas ce champ d'études du tout. Mais grosso modo, il y a plusieurs types de motivation, je vais te le... Alors, ça rappelle un petit peu les exigences ludiques d'Olivier Caïra. Je te mettrai le lien en description sur les exigences ludiques. Mais grosso modo, ça rappelle ça. Dans le sens où quand tu viens jouer, tout comme dans n'importe quel acte social, tu peux avoir plusieurs motivations, quoi, et qui vont forcément, du coup, inférer sur ce que tu vas faire dans l'acte social et pourquoi tu vas le faire, ainsi de suite. Donc, de mémoire, dans le podcast, il liste plusieurs motivations. Il y en a une qui est nous faire des simulations, simuler des situations fictives, en fait, pour nous entraîner face à des situations futures possibles, quoi. Le jeu comme entraînement, quoi. Une autre motivation, c'est la protection. J'avoue, je ne sais pas du tout de quoi ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par protection? Bon, ça, j'ai un peu l'écarté parce que j'ai pas bien compris. Il y a les relations sociales. Voilà. Ça peut être la romance. Voilà, c'est bon, grosso modo, tu fais du jeu de rôle parce que t'as envie de date. Passons. On a tout ce qui est la famille. Voilà, tu vas jouer en famille, quoi. Le développement personnel. Voilà, on rejoint un peu tout ce qui est notamment jeu transformatif. Le besoin de communiquer et de se rapprocher. Et ils vont lister un peu plus aussi l'exercice créatif. Et éventuellement la recherche de recettes pour réussir ses parties. C'est-à-dire, c'est jouer pour apprendre à jouer un peu, quoi. Grosso modo. C'est intéressant, hein. C'est très intéressant. C'est pas le problème. Et grosso modo, bon, il y a d'autres trucs, je vais vraiment passer plus vite dessus, hein, mais il parle de croyances, cet apport de notion de croyance, il est intéressant, hein. Et bon, après, il y a des interactions entre les énoncés, les mécaniques, la fiction, tout ça. Ça rappelle un peu les nuages aidés de Vincent Baker, ou le Maelstrom, un neuromanque brillant. Hein. Il y a un peu des trucs qui rappellent ça. De toute façon, c'est toujours l'approche micro de comment on produit un espace imaginaire partagé en discutant, en utilisant des mécaniques et tout, en utilisant le langage. Bon, passons.
Et en fait, il dit que de ces lois, on peut en tirer des conclusions, voire des prescriptions. Alors déjà, je comprends plus, parce que si tu prétends faire de la recherche fondamentale, pourquoi en même temps tu veux prétendre faire des prescriptions, tu vois? Du coup, ça devient de la recherche appliquée, quoi, si tu commences à préconiser des choses. Donc, je sais pas, mais peut-être que moi, j'ai pas compris c'est quoi vraiment la recherche fondamentale, c'est possible. En fait, cette vidéo, la conclusion, votre seule conclusion, ça va être Thomas Meunier a encore rien compris. Bon, bref. Et donc, il donne un exemple de prescription que permet de faire son fameux modèle. Il dit, une des prescriptions qu'on peut en tirer, une des conclusions, c'est le jeu de rôle sans MJ est mauvais pour l'immersion dans le personnage. Je répète parce que c'est vraiment goldé, le jeu de rôle sans MJ est mauvais pour l'immersion dans le personnage. Alors, en fait, le modèle de Valentin, je le trouve simpliste. Dans ce sens qu'il cherche à être universel, et en cherchant à être le plus universel, le plus généraliste possible, s'appliquer à peu près à toute forme de jeu de rôle, et ben il va couvrir que le plus petit dénominateur commun au jeu de rôle, qui est grosso modo la production d'espaces imaginaires, enfin bref. Et du coup, les prescriptions qu'il permet de faire sont simplistes, puisqu'elles viennent d'un modèle simpliste, quoi. Et également, ça donne l'impression que c'est immuable, c'est-à-dire de tout temps et pour toujours, le jeu de rôle sans MJ est mauvais pour l'immersion dans le personnage. Je vais développer sur son exemple. Bon, après, c'est pas le seul modèle généraliste qui me pose ce problème. J'ai à peu près le même problème avec le big model qui énonce des généralités qui résistent très très mal à l'exemple, quoi. Donc, voilà. Donc, on va un petit peu zoomer sur cette fameuse prescription qui amène le titre de la vidéo. C'est le jeu de rôle sur MJ, c'est pourri, la science le prouve. Cette idée que on n'aurait pas d'immersion dans le personnage dans les jeux sur MJ. Alors, pour info, je sais même pas comment son modèle arrive à cette conclusion, parce qu'en fait, on a juste accès à un schéma qui est un petit peu expliqué dans le podcast, mais pas tant que ça. Et donc, du coup, sans lire l'article, je peux même pas comprendre pourquoi il arrive à cette conclusion. C'est pas grave. En fait, bon, cette assertion, le jeu de rôle sans MJ est mauvais pour l'immersion dans le personnage, comme ça paraît de bon sens. C'est un constat qui est souvent fait, je veux dire, c'est une critique qui est régulièrement adressée au jeu de rôle sans MJ. Mais en fait, en vrai, c'est pas général, c'est-à-dire que c'est pas vrai tout le temps. Et c'est pas immuable. C'est-à-dire que c'est faux de penser que on pourra jamais améliorer ce problème. C'est-à-dire que, en fait, que tu connais bien, tu te rends compte qu'il y a des techniques pour créer des jeux sans MJ qui vont préserver l'immersion dans le personnage. Alors, je vais en lister quelques-unes. T'as la diégétisation. Ça veut dire fictionnaliser les mécaniques. Tu transformes les mécaniques en lois de la nature, tu vois. Et d'un coup, on est un peu plus immergé. Là, tu vas supprimer les PNJ et les décors. Parce qu'en fait, ce problème de devoir incarner soi-même son personnage et des PNJ qui peuvent être éventuellement antagonistes et tout. Bah oui, effectivement, comment tu peux être immergé dans ton personnage si tu gères aussi le décor et les figurants. On peut supprimer les meta-currency. Les meta-currency, c'est en fait des mécaniques qui reposent sur la narration. Genre, utilise un jeton pour avoir le droit de prendre la narration, ou si tu fais tous les trucs qui font qui font circuler la narration ou qui te demandent de créer dans un genre narratif précis et tout. On supprime ça, parce qu'en fait, on peut faire des jeux sur MJ qui reposent pas sur les meta-currency, sur l'idée de ouais, c'est chouette, ensemble, on va créer une histoire, quoi. Donc on peut voilà. Et tu peux aussi tu peux supprimer les tours de parole, cette idée qu'on joue en tour par tour, ça rend le jeu un peu plus méta, et donc permettre une approche beaucoup plus fluide. Tu peux aussi avoir des techniques de narration partagée
qui vont limiter ce qu'on appelle le principe de Schlegel. Le principe de Schlegel, j'ai un petit peu pré-shot, mais cette idée de jouer à la fois son personnage et jouer son adversité, surtout si on le fait quasiment en simultané, eh bien, ça peut provoquer l'ennui, surtout ça peut provoquer des blocages créatifs, ou à minima, tu peux être capable de jouer ça, mais tu n'as plus ton immersion dans le personnage, quoi. C'est-à-dire, je rencontre un dragon, et du coup, je le tue en même temps. Voilà. Donc, des techniques de narration partagée qui peuvent limiter ce principe de Schlegel, notamment, il y a le team brewing. Je ne vais pas en citer 10 000, je vais citer juste le team brewing. Le team brewing, ça veut dire, je crois, brassage d'équipe, un truc comme ça. C'est cette idée que on va créer le monde d'une façon précise. C'est que chaque joueur a des responsabilités qui entourent son personnage. Donc si tu joues le Hobbit, eh bien tu peux raconter tout ce qui a trait au Hobbit. Voilà. Peut-être que, je sais pas, le magicien va avoir, ou la magicienne, va avoir le droit de raconter tout ce qui a trait à la magie. Je vais citer un exemple je trouve, de jeu sans MJ où on a une très bonne immersion dans le personnage. C'est Raccoons, Pirates du Ciel. On joue des ratons laveurs complètement tarés qui abordent un vaisseau volant fait de déchets, vont attaquer des bungalows pour les piller, en fait. Et c'est un jeu qui préserve énormément l'immersion dans le personnage. Tout simplement parce qu'il y a vraiment une mécanique jeu de plateau, il y a beaucoup de choses qui sont préécrites en fait, c'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu vas trouver dans les bungalows, tu traverses un plan de la ville, t'as un peu un aspect comme ça, jeu de plateau, tu vois, tu traverses un plan de la ville, tu sais ce que tu vas y trouver, il y a un peu des événements aléatoires, tout ça, donc en fait, il y a un moteur de jeu, un émulateur de MJ en quelque sorte, tout simplement. Un émulateur de MJ qui va vraiment prendre en charge l'adversité à ta place. Et du coup, l'immersion du personnage fonctionne vraiment très 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 bien, de façon optimale, dans Raccoon Pirates du Ciel. En plus, c'est un jeu hyper drôle, donc jouez-y. Donc voilà, ma conclusion, c'est qu'on peut arriver à une très bonne immersion dans le personnage, même si elle peut être discontinue. Mais voilà, en fait, du coup, je réfute sa prescription. Et de toute façon, je vais également réfuter la contraposée de sa prescription. Parce que si Valentin nous dit que d'après son modèle scientifique, il n'y a pas d'immersion de personnage dans les jeux sans MJ, ça veut dire que les jeux avec MJ, l'immersion dans le personnage, top. Eh bien, moi je pense que l'immersion dans le personnage en jeu de rôle sans MJ, en jeu de rôle avec MJ, et notamment en jeu de rôle traditionnel, elle ne va pas de soi. Et heureusement, comme je suis bon et généreux, je vais t'expliquer comment la permettre. Bon, grosso modo, pour moi, il y a plein de jeux sans MJ. Oh, je vais y arriver. Il y a plein de jeux avec MJ où l'immersion dans le personnage n'est pas bonne. Et pourquoi? Parce que la pratique peut ne pas être du tout immersionniste, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'interruptions hors jeu, beaucoup de méta-jeux, une forte présence des mécaniques et tout. Voilà, bon, je te renvoie à ma vidéo sur l'immersionnisme. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire il n'y a pas de prise en charge de l'immersion dans le jeu, quoi. C'est des choses qui arrivent très fréquemment dans les jeux avec MJ. Il peut aussi y avoir concurrence avec d'autres immersions, c'est-à-dire que, grosso modo, l'immersion dans le personnage, ça s'inscrit dans un modèle à 3 volets, oui, un modèle, c'est immersion dans le personnage, dans l'univers, dans la narration. Et en fait, si je mets l'accent beaucoup sur l'immersion dans l'univers, avec notamment beaucoup d'infodump, si je mets beaucoup l'accent dans l'immersion dans la narration, tu vois, un peu MJ conteur, quoi, par exemple, eh bien ça peut largement éteindre ton immersion dans le personnage, parce que, voilà, tu peux pas être immergé partout en même temps, quoi, grosso modo. Autres faits qui sont fréquents dans des jeux avec MJ, hein, qui vont annuler l'immersion d'un personnage, c'est souvent
dans le fait que ton personnage n'est pas immersif. C'est-à-dire que ton personnage, il peut être inconsistant, il peut être incohérent, il peut être illisible, il peut être impuissant face à la situation, il peut simplement ne pas être adapté à la personne qui l'incarne. Et donc voilà, tout ça, ça va flinguer l'immersion dans le personnage. Heureusement, il y a des solutions, hein, c'est-à-dire que tout ceci, ça peut être patché de multiples façons, notamment sur le personnage inadapté. Ben, en fait, pour moi, il faut proposer une création de personnage qui va être à la fois personnalisée, donc du coup, ça va plus facilement être adapté à toi si tu peux justement le personnaliser, et il faut aussi qu'elle soit complexe, il faut qu'il y ait un personnage étoffé, parce qu'un personnage papier à cigarette, voilà, t'es guerrier niveau 1, ton trait de caractère c'est que t'as une épée, bon, l'immersion dans le personnage, voilà, bon. Après, bon, il y aurait tout un débat entre qu'est-ce qui permet plus l'immersion dans le personnage, est-ce que c'est un personnage éloigné de toi, mais très détaillé, avec genre un background romanesque, ou est-ce que c'est se jouer soi-même, bon, on pourrait en débattre, mais là on commence à faire très très mal à des petites mouches, donc je vais m'arrêter là. Et bon, bah, globalement, donc, on peut aussi centrer le jeu sur les personnages. Je pense que c'est une très bonne façon de t'immerger dans ton personnage, c'est que l'intrigue te suive là où tu vas, quoi. Et donc, bah, je suis plus sûr, je crois que j'ai fait une vidéo sur le jeu centré sur le personnage. De toute façon, au pire, je te mettrai au moins la notion en biblio. Et globalement, bah, on peut pratiquer un jeu immersionniste, voilà, sans pour autant, en faisant quand même attention à ce que l'univers et la narration ne prennent pas trop de place, en laissant de la place pour les personnages, pour permettre cette immersion dans le personnage. Et ça va, par exemple, demander de l'introspection, ou au moins, tu vois, essayer de s'enquérir des sentiments du personnage, ou de laisser de la place pour le jeu intérieur, si on estime que... Parce que on peut estimer que, dit en transparence, quelles sont les émotions de ton personnage, on peut estimer que c'est pas forcément immersif, mais on peut laisser de la place au jeu intérieur. Voilà, là encore, c'est un débat à nouveau de diptérophile, je vais pas aller plus loin. Bon, grosso modo, voilà. Donc j'ai voulu prendre cet exemple là du jeu sans MJ versus immersion dans le personnage pour te montrer que je trouvais pas ça solide en fait, et ça montre par l'exemple entre guillemets. Je pense que tout modèle généraliste est limité dans ses conclusions, quoi, et il est aisément réfutable. On peut trouver plein de contre-exemples, quoi. Après, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr que les modèles sont intéressants. En fait, les modèles, enfin, même d'un point de vue, voilà, recherche appliquée entre guillemets. Bon, c'est hyper prétentieux de dire que je suis un chercheur ou quoi, mais voilà, même d'un point de vue pratico-pratique, ingénieur, les modèles c'est intéressant, à condition en fait qu'on puisse en tirer une chaîne de conjecture. Ça, c'est un travail qui peut être fait par les personnes qui vont analyser le modèle et le reprendre, euh, mais ça peut être fait par la personne qui a conçu le modèle. Un bon exemple, par exemple, c'est le modèle analytique de la narration naturelle. C'est un modèle qui a été élaboré par KF. C'est un modèle très généraliste, très 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 abstrait. Honnêtement, j'ai rien compris, hein. Mais KF en fait essaye d'en tirer des applications pratiques pour sa pratique personnelle et tout. Et notamment, il y a un concept qui va émerger de ce modèle du analytique de la narration naturelle. C'est le concept de jeu homogène. Jeu homogène, en fait, c'est une forme de jeu de rôle où on n'entend pas les mécaniques. Il peut y avoir des mécaniques, mais on les entend pas. C'est-à-dire que si tu regardais la partie de jeu de rôle, genre un actual play, t'as vraiment l'impression que les gens ils se contentent de narrer, tu vois, et qu'il n'y a pas de recours à des mécaniques, alors qu'en fait, il y en a, quoi. Ça peut passer par ce qu'on appelle du black box gaming, ou de façon plus élégante par des mécaniques qui sont elles-mêmes faites de narration, quoi. Et donc en fait, KF a fait une longue vidéo qui s'appelle le game design pour le jeu homogène, où elle explique, voilà, quoi. Elle nous fait des réflexions sur
sur comment on peut élaborer, faire du game design en fait, qui en droite ligne descend de ce modèle, de la modèle analytique de la narration naturelle. Bon bref, donc ça c'est un bon exemple en fait. Un bon exemple où en fait on sort sa réflexion du champ purement théorique et on en déduit de véritables mécaniques de jeu. Allez, on s'accroche, c'est presque fini. Alors après, je vais quand même te dire mon point de vue, mes préférences, et mon point de vue grosso modo, c'est que une encyclopédie est plus puissante qu'un modèle. De mon point de vue. Donc voilà, à nouveau, mon point de vue, c'est essayer de trouver des prescriptions qui soient utiles en game design et en play design, qui soient à la fois vraies et utiles, quoi. Et pour moi, la création de modèles n'est pas performante, dans le sens où, j'ai essayé de te montrer par exemple que juste à partir d'un modèle, c'était pas évident de trouver des prescriptions vraies et utiles. Et donc moi, je lui préfère de loin une étude encyclopédique du jeu de rôle, quoi. C'est un peu, oui, je suis désolé, ça fait un peu théorie des 10 000 heures, quoi. Là, comme ça, vu comme ça fait un peu broscience aussi, hein, je l'admets, mais bon, bah oui, c'est de la broscience, hein. On va le dire tout de suite. En fait, voilà, je suis team broscience, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon idée, c'est plutôt que de concevoir des modèles généralistes, hyper académiques, c'est de rassembler un vaste état de l'art des concepts. Je l'ai un peu parlé, hein, en étudiant la blogosphère et compagnie, en discutant avec les gens en convention. L'idée, c'est qu'on va mettre les écoles de jeux en concurrence. L'idée, c'est de conceptualiser également soi-même, tous azimuts, des petits concepts, pas des trucs ambitieux, généralistes, qui veulent expliquer c'est quoi l'alpha et l'oméga d'une partie de jeu de rôle. Des petits concepts, quoi, mais qui deviennent puissants une fois qu'on les assemble, parce que on va évoluer dans un écosystème. C'est comme ça, en fait, qu'on va pousser l'évolution du jeu de rôle dans ses retranchements. Donc, voilà, je considère que c'est l'essence de ma démarche. Notamment, tu peux en avoir un aperçu avec le Wiki Nonobstant, qui est une encyclopédie rôliste, dont je suis le contributeur largement majoritaire, quoi. Je sais pas, il y a plusieurs centaines de notions. J'ai dû largement en faire 90-95%. C'est pas pour me vanter, hein, moi j'aimerais autant que y ait d'autres personnes qui enrichissent le wiki nonobstant. Hein. Il se trouve que là, ça fait des années, il n'y a plus que moi qui rajoute des choses. C'est dommage, mais bon, voilà, ça permet d'exemplifier ma démarche, qui essaie d'avoir un panoptique en fait du jeu de rôle, de tous les concepts et tout, des concepts qui peuvent venir d'écoles de jeux très différentes, qui peuvent largement se contredire entre eux aussi. Et donc, également, voilà, au fil du temps, j'ai essayé, ça m'est venu comme ça, d'élaborer des concepts ou des développements. Par exemple, il y a eu l'atomistique, le fait de découper le jeu de rôle en quatre éléments, tu vois, mais qui coexistent. Hein. Donc c'est différent de la GNS. C'est-à-dire, il y a le jeu tactique, le jeu social, le jeu esthétique, le jeu moral. Le vertige logique, ça c'est juste une technique de mise en scène et de mise en jeu, mais tu vois, du coup, en même temps, ça permet de parler de mise en scène et de mise en jeu, qui n'est pas forcément quelque chose de si souvent abordé, où en fait, on va faire interagir des mondes entre eux, et on peut développer comme ça un langage métaphorique, notamment, et puis augmenter aussi un peu l'interaction, quoi. Des scènes comme des rêves, qui généralement étaient jouées comme des cinématiques, et ben on va en faire quelque chose de beaucoup plus interactif, donc voilà. Il y a le système monde. Le système monde, c'est pas une notion qui est de moi, elle est de Sébastien Desfinaux au départ, mais j'estime que je l'ai vraiment poussé très très loin, quoi. Et donc c'est cette idée de créer des univers jeux, quoi, des univers qui font système, qui font mécanique. Il y a la diégétisation, le fait de fictionnaliser les mécaniques, ça je t'en ai parlé avant. Il y a les jeux cumulables, ça je t'en parle souvent, c'est cette idée que en fait les jeux de rôle sont composés de mini-jeux qui peuvent interagir, qu'on peut clipser des mini-jeux ensemble, et que du coup il y a des niveaux comme ça de mécaniques qui sont un peu sur des strates différentes, et que du coup on peut faire cohabiter sans que ça explose, quoi, sans que ça se contredise.
Et voilà, et évidemment ça, il faut que ça reste adossé à des choses qui sont encore plus pratiques, comme bah, jouer à des tas de jeux, ou tout simplement tenter de créer des jeux innovants qui à leur tour en fait vont devenir des usines à concept, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'idées que je remets un petit peu dans la théorie qui viennent de jeux que j'ai créés, quoi, qui m'ont permis en fait par l'exemple de, enfin c'est un peu une roue de hamster, enfin ça s'auto-alimente. Voilà, j'espère que vous avez compris que le but n'était pas d'invalider du tout la démarche de Valentin. Je la trouve en fait complémentaire, bien sûr, de la fan théorie. Euh, mais bon, Valentin avait l'air un peu critique de la fan théorie, donc moi, je me permets d'être critique de la méthode scientifique. Voilà, comme ça, un point partout, la balle au centre. Faut pas le voir comme un clash. Je pense que Valentin est quelqu'un avec qui on peut discuter, qui est vraiment avide d'échanger. Et là, pour le coup, il y a une démarche scientifique là-dedans, et donc je me suis permis effectivement d'ouvrir un peu plus l'échange, et je suis persuadé qu'il en sortira quelque chose de fertile. Voilà, j'espère qu'il te reste de l'aspirine. On se retrouve la prochaine fois. Je sais toujours pas si je veux parler de conseils de maîtrise ou de faire une série sur l'infodump. À nouveau, aide-moi, mets-moi en commentaire s'il y en a une que tu préférerais qu'on fasse en priorité. De toute façon, les deux séries sont déjà écrites. C'est juste vraiment une question de priorisation. Allez, à la prochaine. Ciao!